plus chers. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Reprise imminente des activités de la société Barrick Gold sur le site de Louloukoungoto. L'État malien et la société canadienne viennent de signer un protocole d'accord qui met fin à un contentieux de plus de 2 ans. Le protocole d'accord qui consiste à ramener à 24 heures le délai de déclaration des citernes à la douane est déjà en application, constat fait par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a fait une descente de terrain ce matin. Signé vendredi dernier, l'application de cet accord donne déjà des résultats tangibles. Novembre bleu oblige. Focus Santé s'intéresse ce soir à un cancer masculin. Ce cancer touche plus les jeunes et se manifeste par l'augmentation du volume de l'organe génital de l'homme. Très heureuse de vous retrouver pour ces 20 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu ce matin en audience les nouveaux membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Après la prestation du serment à la Cour suprême, le nouveau président, Dr Modibo Sako, et les 4 autres membres sont venus solliciter les conseils utiles du chef du gouvernement. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a invité la nouvelle équipe à faire preuve de collégialité. La nouvelle équipe de l'OCLEI entend consolider les acquis et prendre de nouvelles initiatives. Nous vous proposons d'écouter Dr Modibo Sako, président de l'OCLEI, à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné et Aliou Touri. Il s'agissait pour nous de rendre une visite de courtoisie à la primature du Premier ministre, de présenter les nouveaux membres et aussi d'échanger un peu des activités de l'OCLEI. Sous quel signe placez-vous votre mandat? Alors il s'agira pour nous, les nouveaux membres et surtout ceux-là que nous avons trouvés sur place, de consolider les acquis, de prendre de nouvelles initiatives afin de mieux nous acquitter des attributions des mandats de notre structure. Je vous annonçais à l'instant la reprise imminente des activités de la société Barrick Gold sur le site de Louloukoungoto. L'État malien et la société canadienne ont signé cet après-midi un protocole d'accord qui met fin à un contentieux de plus de 2 ans. Le géant minier accepte, entre autres, de se conformer au Code minier de 2023 et reprendra ses activités avec le soutien de l'État. Les bases d'un nouveau partenariat sont jetées au bénéfice de l'ensemble des parties concernées, nous dit Yaya Konati. La fin d'un contentieux qui a duré plus de 2 ans. Les poignées de main sont chaleureuses et les sourires ne sont pas de circonstance. L'État malien et la société Barrick Gold ont enfin trouvé un accord qui permettra le retour du géant minier sur le site de Louloukoungoto. L'accord stipule la fin des procédures en cours, l'acceptation par la société de certaines conditions et l'accompagnement de l'État pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Sur la base de cet accord, les litiges, donc les procédures au niveau des finances, et ensuite les procédures qui étaient en cours, qui avaient été intentées par le groupe Barrick au niveau du CIRDI, au niveau du CCGA. Donc toutes ces procédures vont être éteintes.
Ensuite, il est important de rappeler que les deux sociétés vont migrer sur le code de 2023, et ce qui est une excellente chose donc, pour l'État du Mali, mais aussi pour la société, parce que, comme nous l'avons dit, nous mettrons tout en œuvre justement pour que la société puisse exploiter en toute sérénité. L'État donc s'engage à procéder au renouvellement du permis d'exploitation de Lolo SA, et ensuite l'État va signer une convention d'établissement avec chacune des mines. Tout est parti en 2023 de l'audit du secteur minier qui révélait au grand jour le peu de profit que l'État malien tirait de son secteur minier. S'en est suivi l'adoption d'un nouveau code minier et d'une nouvelle loi sur le contenu local, texte auquel les sociétés minières étaient appelées à se conformer. L'acceptation aujourd'hui de ces conditions par le géant minier constitue la promesse d'un certain nombre de retombées pour l'économie nationale. Je voudrais avant tout, en tout cas, remercier le président de la transition, le chef de l'État, pour nous avoir fait confiance et pour nous avoir soutenus pendant tout ce temps, parce que ce n'était pas évident. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir signé cet accord-là qui permet de mettre fin à tous les différends financiers, juridiques, environnementaux et tout, qui permet vraiment de repartir sur de bonnes bases. Je rappelle que les deux mines étaient sur le code minier de 1991 et qu'à la suite de cette signature, nous allons appliquer donc le code minier de 2023, ce qui nous laisse espérer en tout cas des avantages financiers certains, plus importants. Si nous prenons en termes de TAV, nous pouvons espérer avoir 70 milliards par an de TAV. Si nous prenons l'ISCP, l'impôt spécial sur certains produits, et les droits de timbre, on peut espérer avoir 19 à 20 milliards. Si nous prenons également les dividendes, peut-être c'est autour de 80 milliards de francs CFA par an. La contribution au fonds, les différents fonds miniers, c'est à peu près 20 milliards de francs par an. Et le fait que nous avons une économie à peu près de 20 à 25 milliards sur les produits pétroliers qui ne sont plus exonérés, toutes choses qui font à peu près un impact budgétaire d'environ 220 milliards par an. C'est pour dire l'importance de ce groupe auprès duquel nous nous engageons, en tout cas pour mettre tout en œuvre, pour les accompagner pour la suite. Les autorités maliennes estiment ce protocole d'accord équilibré en ce sens qu'il préserve les intérêts de l'État et des communautés tout en garantissant les droits de l'investisseur. Le représentant de la société Barrick salue ce dénouement heureux. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir procéder à cette signature. Et comme je l'ai eu à le dire, cela a été possible aussi parce que nous avons eu en face un partenaire patient, conscient de ses intérêts. Et nous avons mis du temps parce qu'il fallait peut-être que tout le monde prenne confiance, que tout le monde prenne la mesure des enjeux qui sont là. Et c'est ce que nous avons pu surmonter pour vraiment faire prévaloir l'intérêt de tous pour pouvoir signer cet accord-là. C'était important pour moi également de rappeler que l'État voudrait rester un État qui est très juste, un État qui reste derrière les textes, un État qui réglemente et un État qui invite les investisseurs et qui voudrait en tout cas faire de telle sorte que les investissements directs étrangers puissent être importants, mais puissent également être bien encadrés par les règles et que ces règles puissent être respectées. En tout cas, nous nous engageons auprès des dirigeants du Barrick à tout mettre en œuvre pour que vraiment leur exploitation puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Et nous resterons toujours ouverts et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ensemble nous puissions en tout cas poursuivre dans l'intérêt, comme on l'a dit, des actionnaires, des travailleurs, de la communauté autour desquels les mines se trouvent et de toute la population malienne à travers les impacts sur le budget. Une nouvelle phase qui s'ouvre donc pour les deux parties dans un partenariat historique. Après la tenue d'un certain nombre d'engagements de part et d'autre, Barrick prévoit la reprise des activités au niveau du complexe de Loulo-Gounkoto, une des plus grandes mines d'or d'Afrique de l'Ouest, dès le mois de janvier 2026.
Je le disais également dans les titres, le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait une descente de terrain ce matin. Moussa Alassane Diallo s'est rendu au niveau du bureau des produits pétroliers de la douane pour constater la mise en application du protocole d'accord signé vendredi dernier. Il consiste à ramener à 24 heures le délai de déclaration des citernes à la douane. C'est là pour accélérer le ravitaillement des stations. L'application de cet accord donne déjà des résultats tangibles en vue de dénouement de la crise. Aridou Matina et Gaussou Achtouré étaient de la visite. Le bureau des produits pétroliers de la douane, qui gère les dédouanements des citernes à l'importation, enregistre la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Quelques jours après la signature du protocole d'accord, ramenant le délai de déclaration à 24 heures au niveau de la douane, Moussa Alassane Diallo a ainsi jugé nécessaire d'entreprendre cette visite pour vérifier si le protocole est entièrement respecté et que l'impact de la mesure se fait déjà sentir. Ce que nous puissions constater depuis la signature du protocole le vendredi 21 novembre 2025, il y a eu 114 citernes qui sont rentrées depuis. Et sur les 114 citernes, il y a 110 qui sont sortis en moins de 24 heures. Donc nous pouvons véritablement dire que le protocole d'accord est opérationnel et qu'il est en train de produire ses pleins effets. Le protocole dit que toutes les citernes qui rentrent au bureau du pétrole doivent sortir en 24 heures. Donc le délai d'attente des citernes au niveau du bureau du pétrole, c'est 24 heures. Contre 72 heures, conformément à la réglementation du Code des douanes. Donc c'est ce protocole qui a été signé pour assurer la vitesse de rotation des citernes, pour assurer donc le fonctionnement normal des stations d'essence. La prochaine réunion d'échange étant prévue dans quelques jours, le ministre Diallo espère que la crise connaîtra son épilogue avant cette date. Il y a des indicateurs qui sont très promoteurs. Au moment où nous venons de constater que le premier convoi de 114 citernes qui est rentré, il y a 110 qui sont sortis en moins de 24 heures. Nous coïncidons aussi avec l'arrivée de 200 citernes qui viennent tout juste de rentrer à Bamako sur un stock global de 900 citernes qui est aujourd'hui dans les frontières. Donc véritablement, si nous arrivons à assurer une meilleure coordination de l'approvisionnement des différentes stations, couplée à une lutte acharnée contre la fraude, la rétention et les détournements de stock, j'espère véritablement que nous allons respecter le délai du jeudi prochain pour casser les files d'attente dans l'accès aux stations dans notre pays. Lors de la visite des terrains, la direction de la douane, qui travaille désormais 24 heures sur 24, a tenu à rassurer le ministre de son entière disponibilité et engagement à s'investir davantage aux côtés des autres acteurs pour venir à bout de cette crise des hydrocarbures. Parlant toujours de la crise d'hydrocarbures, le directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, apporte des éclairages sur certains points. Je vous propose de l'écouter au micro de Aridou Matina. Le fait de s'attaquer aux actes d'approvisionnement, c'est une idée de nuisance. Cette idée nuisible a été conseillée par des parrains qui sont dans leur destin de déstabilisation de notre pays au regard des nouvelles orientations prises et de la déstabilisation de la Confédération de l'AES. Et l'objectif visé, c'était au-delà de brûler les citernes, de terroriser ces actes d'approvisionnement, c'était de créer la pénurie, créer toutes ces lignes que vous voyez au niveau des stations-service, pour s'aimer la révolte et finalement, comme je l'ai dit, pour déstabiliser notre pays. Les mois de septembre et d'octobre ont été des mois très durs pour notre pays et pour nos opérateurs économiques et puis pour les douanes maliennes. Voyez-vous, quand un pays perd en l'espace de 2 mois plus de 300 camions citernes, c'est un drame. Et je compatis à la douleur des opérateurs économiques qui ont perdu leurs moyens économiques. L'autre effet, c'est de s'attaquer aux racines de l'État. Mais grâce à la résilience du peuple malien, grâce aux pertinentes instructions données par les plus hautes autorités,
grâce à l'implication coordonnée de l'ensemble des directeurs centraux de tous les services. Et enfin, grâce à l'accompagnement, au patriotisme, au partenariat des opérateurs économiques, ce mois de novembre, on note un léger mieux. Et ce mois de novembre a été pour nous un mois exceptionnel, que ce soit en termes de volume de produits pétroliers importés, que ce soit en termes du nombre d'escortes pour nos forces armées et de sécurité qui se battent tous les jours au risque de leur vie. Mais au-delà, il faut saluer toutes les mesures qui ont été prises au niveau du cordon douanier et conformément aux instructions des plus hautes autorités. Les douanes, comme les autres services de l'État, dans un mouvement d'ensemble de coordonnées, ont su apporter, sous la conduite du gouvernement, des réponses appropriées à la crise. Et j'ai pu vous dire, et on l'espère, que cette crise sera bientôt derrière nous. Le volume qui est là aujourd'hui, le potentiel de volume qui est là aujourd'hui dépasse la consommation nationale. Le deuxième résultat est suite à des situations difficiles des mois de septembre et octobre. Par la grâce de Dieu, nous nous attendons à un niveau de recettes record. D'aucuns vont se demander, mais alors pourquoi un niveau de recettes record au moment où nous sommes dans la crise? Les éléments sont faciles, très faciles à expliquer. Le premier élément, c'est d'abord l'ouverture du bureau 24/24. Ça veut dire que tout ce qui arrive est évacué, est dédouané. À part les exonérations. Même les exonérations, ça sort. Le deuxième élément, 49,2 millions de litres qui ont été bloqués suite au terrorisme exercé sur nos corridors au mois d'octobre, par la grâce de Dieu, ont été liquidés en novembre. En novembre, on a enregistré 10 convois contre 8 en octobre, contre 2 en septembre. Et ce qui nous a donné un volume global de plus de 117 millions de litres, contre une moyenne en temps normal de 80 à 89 millions de litres. Voyez-vous? Bon donc, et ce qu'il faut ajouter, troisième facteur, il faut saluer les opérateurs économiques qui savent qu'il y a des dispositions du Code des douanes qui les permettent de mettre les produits en entrepôt et d'attendre le bon moment pour les sortir. C'est la loi qui le dit. Ils ont accepté de mettre de côté cet avantage-là et de mettre toutes les citernes en droiture. Ce qui constitue, en tout cas, un gain en matière de recettes. Situation carburant toujours. Pourquoi les files d'attente ne faiblissent pas dans les stations d'essence? Comment faire pour diminuer ces tracasseries? Voilà autant de questions que notre équipe de reportage dirigée par Abdul Karim Kaba a posées aux citoyens en rang dans les stations-service. Les réponses dans ce reportage. Statistiquement, il est démontré aujourd'hui que le nombre de citernes qui arrivent par semaine est nettement supérieur au nombre de citernes quand on était hors crise, en temps normal. Et pourtant, les longues files d'attente ne faiblissent pas. Les usagers avancent les raisons. Pour d'autres, l'insuffisance de la quantité de carburant à la pompe. Pour d'autres, c'est un business qui ne dit pas son nom. En un laps de temps, certains s'enrichissent du sang de ceux là-bas qui bravent les intempéries pour transporter le carburant. Une pratique incompréhensible et injustifiée vu tout ce que l'État fournit comme effort. Vraiment en tout sera sort. Bon, fili jan kuin dorate crise folom kira kateme. Aye mo sran, aye mo dabali ban. Est-ce que koy mena banwa? Est-ce que famia? Donc, o rega so bi mo ran kum ga jan. Do baga ta tamara. Mais ami min fu yana o kana ta tamara.
Arrêtez parce que moi, caman m'a ta ka semaine isation ɲini isati ɲini quoi. Dɔw b'a ɲini u bɛ taa bɔ k'a bila u bolo yen nɔ ko n'a banna aranko in kama o de kama u b'a bɔ ka a mara quoi. O ye ko min n'a man ɲi ka isati ta ka taa feere ka a bɔ moto kɔnɔ k'a feere o tiɲɛni o man ɲi jamana yɛrɛ ma. Kɔni bolo o b'i n'a fɔ a ma labɔli de kɛ halisa sinon ni a ye labɔli kɛ tout le temps, constamment. Ce comportement de certains contribue favorablement à rallonger la file d'attente. C'est-à-dire vraiment il faut que les gens arrêtent d'aller vendre le carburant moins cher à leurs propres parents. Tu trouverais qu'ils vont aller vendre ça à un de tes parents. Vraiment il faut que ça s'arrête. Nous sommes en crise. Si nous sommes en crise, là, on doit s'entraider entre nous. Donc, nous sommes là. Pour que olu fana bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la bon ne kɔni bolo o de ka ɲi quoi. O bɛ arrange yan et puis olu ye faamuyaw kɛ cogoya ye sinon mɔgɔ min mago bɛ carburant na o de kan ka na carburant ɲini i mago tɛ carburant na i man ka nin waleya ninnu kɛ cɛ man ɲi i n'a fɔ ka carburant ɲini ka taa mara ou bien ka feere cogo juguya la mɔgɔw ma. Maa dɔw fana bɛ yen olu fana bɛna aran minɛ ka taa feere maaw ma gɛlɛya la donc o bɛɛ bɛ kɛ fɛn ye. Min b'a to aran yɛrɛ tɛ ban minnu kan ka aran jɔ i b'a sɔrɔ olu bɛ baara la minnu bɛ yen n'olu tɛ baara la olu bɛna ka aran jɔ ka taa ani ka taa feere gɛlɛya la minnu bɛ baara la u bɛna waati min na o b'a sɔrɔ minnu tɛ baara la o caman ye carburant ninnu ta ka taa feere a bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔna na. Afin de mieux ordonner et mettre fin au rang, des citoyens proposent. Solution bala o de ka dɔn ni situation bɛɛ la bɛɛ ka se ka baara kɛ situation bɛɛ ka se ka dɔɔni kɛ u ka d'u ma u ka se ka sanni u ka taa san. Si nous sommes en crise, il y a certaines choses que nous devrons laisser, c'est-à-dire ceux qui prennent les carburants et ils partent, après ils reviennent prendre encore. Vraiment, il faut qu'ils arrêtent, il faut que la population arrête ça. En tout cas, une chose est sûre, le rang, j'allais dire, les files d'attente interminables n'arrangent personne. Et les uns et les autres appellent à plus de civisme et de citoyenneté afin de pallier tous ces désagréments, d'où l'engagement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et c'est pourquoi le président de chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a instruit au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour mettre fin aux files d'attente dans les stations. Et face à la situation sécuritaire, aux tentatives d'isolement de notre pays et aux attaques médiatiques, le peuple malien reste fier et digne. Les doyens Sidi Diabaté, fonctionnaire à la retraite à Sikasso, et Yacouba Djamtene, gendarme à la retraite également à Sikasso, ont leur lecture de la situation. Ils sont au micro de Sekou Kounaté et Suleiman Bamba de l'URTM Sikasso. Aujourd'hui, moi je me réjouis. Je suis très content, très fier de notre sécurité qui fait le meilleur de même sur tous les plans. Parce que vu la superficie du pays, si quand même tant de métiers arrivent quand même à nous sauvegarder, je ne peux qu'à les remercier sincèrement. Et cela au fond du cœur. Sans démagogie aucune. Vraiment, ce sont des hommes, ce sont nos enfants qui nous ont honorés, qui nous ont fait lever la tête. On les remercie. On leur demande toujours protection et longue vie. Je me suis dit que ça, ça doit être quand même des propos qui doivent même remonter notre morale. Parce que tu as été commandé par quelqu'un pendant des années et des années. Tu l'as été pendant des années et des années. Tu lui dis au revoir. Il ne peut jamais te voir de bon oeil. Hein. Ça, il fera tout de te dénigrer sur tous les plans. Sécurité, langage, un peu de tout. Aujourd'hui, nous, on est même aisés par rapport au passé. Il y a des individus mal intentionnés. Bon, moi, je ne les appelle pas des djihadistes, hein, c'est des vagabonds. Vous m'excusez du terme, bien sûr. Parce que des gens sans foi ni loi qui se lèvent et qui vont s'attaquer à des paisibles citoyens. Cette cabale médiatique à l'endroit de nos paisibles citoyens, de nos gouvernants, c'est pour leur créer des faux problèmes en réalité. Ces cabales médiatiques, moi, ils veulent perturber la quiétude parce que sachant que actuellement le Mali est venu de très loin, parce qu'ils ont essayé par tous les moyens pour nous créer des problèmes, mais Dieu merci.
Actualité sur un tout autre plan. Double comité de pilotage au ministère de la Réconciliation. Il s'agit de la 7e session du comité de pilotage et d'orientation du PCRS et de la 2e session du projet de résilience communautaire et de services inclusifs, également appelé projet Mali Denko. Les travaux étaient présidés par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Compte rendu à Lucien Touri. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel tient la 7e session de son comité d'orientation et de pilotage, tandis que le projet Mali Denko tient la 2e session de son comité de pilotage et d'orientation. Le PCRS a beaucoup d'acquis sur le terrain. Un des projets phares qu'on peut vous citer, c'est que par exemple nous avons la bretelle de Gomi-Togo dans la région de Mopti. Nous avons eu à réaliser ça. Nous avons aussi la jonction entre la route principale et le port de Kona, qui est aussi un projet phare qui a été réalisé. Il y a en termes d'hydraulique ce qu'on peut citer au niveau de l'AEP de Tonka. C'est une ville que tous les ressortissants connaissent bien. C'est vraiment un problème crucial d'eau qui se posait. Et le PCRS est arrivé à résoudre ce problème. Le projet Mali Denko n'est qu'à ses débuts, mais ambitionne d'améliorer l'accès aux services de base répondant aux besoins prioritaires dans les zones à risque. Il couvre les régions de Kaï, Tombouctou, Nioro, Taoudeni, Kidal et Nara. Le projet a été adopté, a été mis en vigueur depuis février 2025 pour une durée totale de 4 ans. La zone d'intervention, c'est une soixantaine de communes, 1000 villages dans 6 régions. Donc, 3 régions du nord, Kidal, Taoudeni et Tombouctou, et 3 régions du sud, Kaï, Nioro et Nara. Le plan de travail et de budget annuel pour 2026 du projet Mali Denko s'élève à un peu plus de 18 milliards. La présente session nous convie à l'examen approfondi de plusieurs documents essentiels relatifs à la poursuite de la mise en œuvre du PCRS et du projet Mali Denko pour l'exercice 2026. Il s'agit notamment de l'état d'exécution des recommandations issues de la session précédente, du compte-rendu des travaux de la dite session, du rapport d'activité couvrant la période de janvier à septembre 2025, ainsi que du plan de travail du budget annuel PTBA 2026. L'analyse du PTBA 2025, conduite conjointement par les unités d'exécution des 2 projets, la mission d'appui à la réconciliation nationale et les agences de maîtrise d'ouvrage déléguées, mettent en évidence des progrès substantiels et hautement encourageants. Les travaux aboutiront à l'adoption des documents de gestion des 2 projets, toutes choses nécessaires au bon fonctionnement de ces structures dont les actions sont très attendues sur le terrain. Et c'est communiqué. La Commission nationale de désarmement, de mobilisation, réinsertion, CNDDR et la Commission nationale d'intégration CENI informent l'opinion nationale et internationale du démarrage effectif des opérations DDRI le jeudi 20 novembre 2025 dans plusieurs localités du territoire malien. Ce lancement marque une étape décisive dans la mise en œuvre des recommandations du dialogue intermalien qui a recommandé la poursuite d'un processus DDR1 souverain et adapté aux réalités nationales dans le cadre d'une appropriation nationale du processus de paix. Les présentes opérations concernent les groupes armés et les groupes d'autodéfense ayant adhéré au processus de paix. Démarrées effectivement à Siégou, Mopti, Menaka et Kidal, les opérations se poursuivront incessamment dans les régions de Tombouctou, Gao et Taoudeni. Les commissions nationales DDR et intégration sous la tutelle du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale réaffirment leur engagement à œuvrer pour la réussite du processus DDR1, garant de la paix et de la stabilité dans notre pays, de concert avec toutes les structures étatiques. En plus de la volonté affirmée du gouvernement malien, le processus DDR1 demande l'implication effective et constructive de l'ensemble des acteurs du processus de paix. La paix commence avec chacun de nous. Et c'est parti pour le premier forum des commissionnaires agréés en douane et déclarants en douane au Mali. Ce rendez-vous a pour but le développement du Mali croix à travers le renforcement des capacités des transitaires et déclarants en douane. C'est là à travers la croissance économique. Le point avec Abdul Karim Kaba. Qui est transitaire agréé en douane? Quel est le rôle du transitaire? Autant de questions que le forum des commissionnaires agréés en douane et déclarants tente de répondre.
En initiant cette session, le président de l'Association des transitaires et déclarants du Mali et le syndicat national des transitaires et déclarants du Mali veulent outiller les acteurs du secteur à plus de performance et d'engagement. C'est là dans la dynamique du Mali Croix. Notre vision, faire un Mali, un modèle logistique en Afrique de l'Ouest. Notre ambition est claire et assumée. Digitaliser et sécuriser, capable de rivaliser avec les meilleures pratiques régionales et internationales. Cela passe par la formation de nos membres. Ce forum n'est pas un espace de plainte, c'est un espace de solutions, de propositions et de transformations. Les transitaires et déclarants en douane jouent un rôle important dans l'économie et le commerce au Mali. Ils contribuent efficacement à l'approvisionnement et à faciliter les besoins de la population. Pour jouer pleinement ce rôle, ils doivent disposer d'outils modernes, des compétences à jour et d'un cadre professionnel stable. C'est pourquoi l'Union nationale des travailleurs du Mali soutient pleinement toutes les actions visant la digitalisation des procédures, la valorisation des métiers du transit, la formation technique et continue, les renforcements de la collaboration entre travailleurs, entreprises et services publics. 3 jours durant le temps du forum, les acteurs seront suffisamment renforcés sur le sujet comme la formation continue, l'adaptation aux outils numériques, les déficits d'infrastructures routières adaptées et les exigences croissantes du commerce international. Selon les systèmes de gestion d'information sur les violences basées sur le genre, plus de 22 000 incidents de violences basées sur le genre ont été rapportés en 2024. Les femmes et les filles sont les principales victimes. Ces chiffres font froid dans le dos et interpellent tous. C'est pourquoi autorités, partenaires et les victimes seront au rendez-vous demain 25 novembre 2025 au CICB pour échanger sur la problématique. Pour la 34e édition, le thème national choisi est l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et filles au Mali. Pour en savoir plus, suivons le message du ministre du département de la femme. Elle est au micro de notre reporter Inaba. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre chaque année du 25 novembre au 10 décembre la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'origine de cette campagne remonte à l'assassinat brutal des sœurs Mirabal en 1960 en République dominicaine pour avoir milité pour les droits civiques, politiques et religieux des femmes. Le thème international de cette année est « Unité pour mettre fin à la violence numérique contre toutes les femmes et filles ». Actuellement dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, selon l'enquête démographique et de santé du Mali, au moins 32% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans. Et 11% des femmes de la même tranche d'âge ont subi des actes de violence sexuelle. Selon le système de gestion d'information sur les violences basées sur le genre, au moins 22 777 incidents de VBG ont été rapportés au cours de l'année 2024. Donc 98% des incidents concernent les femmes et les filles. La cérémonie officielle de lancement des activités se tiendra le mardi 25 novembre 2025 à 9h au Centre international de conférences de Bamako. Au niveau régional, Cercle et le district de Bamako, des activités seront organisées sous l'autorité des responsables administratifs et politiques. Il s'agit, entre autres, d'organiser des sessions de sensibilisation et de formation sur les violences faites aux femmes et aux filles en lien avec les numériques, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ensemble, utilisons de façon responsable les médias et réseaux sociaux afin de protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles au Mali.
Ils étaient 21 médecins à suivre une formation intensive dans le cadre de la 9e édition du diplôme universitaire dédié au dépistage et au diagnostic de la drépanocytose. Une formation essentielle dans un contexte où le Mali enregistre chaque année entre 10 000 et 11 000 nouveaux cas liés à cette pathologie. Une formation qui a porté ses fruits car les apprenants ont affiché un taux de réussite de 100% selon le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Soumao Aïdara pour le compte rendu. 2 semaines, 11 modules, 21 médecins venus de plusieurs pays pour se former à mieux diagnostiquer cette maladie qui frappe des milliers de personnes en Afrique. Chaque module, chaque échange, chaque pratique avait un seul objectif, renforcer leurs compétences pour sauver davantage de vies. Avant que je ne vienne ici, je pensais que je suis patron de drépanocytose, mais quand je suis venu ici, j'ai compris que je n'étais que juste à la porte. Et que vraiment ici, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodes pour le dépistage, aussi des nouvelles méthodes de prise en charge, même la communication entre le malade et le médecin. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde. Et ses plus fortes prévalences se rencontrent en Afrique. Au Mali, on enregistre chaque année entre 10 000 et 11 000 naissances drépanocytaires. Les tables rondes très interactives ont permis de réfléchir, de partager les expériences et de dégager des pistes de solutions pour certaines problématiques telles que la sécurité transfusionnelle, l'accessibilité à la morphine et le conseil génétique en Afrique. Les participants étaient d'un bon niveau et leur taux de réussite a été de 100%, avec des moyennes allant de 10 à 17 sur 20. Cette formation rappelle que le renforcement des capacités médicales reste une priorité nationale essentielle pour améliorer durablement la prise en charge des patients touchés par la drépanocytose. Vous êtes mieux armés maintenant pour faire face à la prise en charge de cette maladie. Nos maîtres nous avons toujours dit qu'en médecine, nous avons toujours l'obligation de soulager. Toujours. Soyez sensibles à nos patients. Les 21 médecins diplômés sont bien plus qu'une simple promotion. Ils seront désormais des garde-fous dans leurs pays respectifs pour freiner la propagation de la drépanocytose, selon les formateurs. Focus ce soir sur un cancer masculin. Ce cancer se manifeste par l'augmentation du volume de l'organe génital de l'homme, mais sans douleur. Il affecte les hommes, mais les jeunes sont les plus touchés. La cause réelle de cette pathologie n'est pas connue, mais quelques facteurs de risque existent comme le traumatisme, la malformation au niveau de la partie concernée de l'appareil génital de l'homme. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et Yaya Kone. Si Octobre Rose est dédié au cancer féminin, Novembre Bleu est aussi consacré à la sensibilisation et au dépistage des cancers masculins. Pendant ce mois, les urologues du Mali poursuivent leur sensibilisation pour informer la population sur certains de ces cancers qui affectent l'organe génital de l'homme. Le cancer du testicule est une prolifération cellulaire, maligne, primitive, développé aux dépens du testicule. Les signes, c'est l'augmentation du volume du testicule. En général, l'augmentation du volume du testicule n'est pas accompagnée de douleur. Dans la majorité des cas, les cancers touchent un seul testicule. Un cancer du testicule bilatéral est rarissime. En plus des signes cliniques, un bilan est nécessaire pour confirmer le diagnostic, car d'autres maladies peuvent provoquer une quelconque augmentation. Ce bilan peut être un bilan d'imagerie, c'est-à-dire réaliser une échographie du contenu scrotal, mais également un bilan sanguin, ce que nous appelons les marqueurs du cancer du testicule. Ça touche les jeunes, ça touche les adolescents, c'est plus fréquent chez les sujets jeunes. Nous avons d'autres pathologies qui entraînent une augmentation du volume du testicule, mais qui ne sont pas un cancer. Par exemple, les pathologies infectieuses
et inflammatoire du testicule, mais dans ces cas, cette augmentation, elle est douloureuse. Bien vrai qu'elle est rare, mais c'est un cancer agressif. Il faut diagnostiquer tôt, il faut intervenir tôt. Le seul traitement possible aujourd'hui est l'ablation de l'organe en question. Naturellement, l'homme a des testicules, ce qui fait que les testicules contralatérales, c'est-à-dire que l'autre testicule va naturellement continuer à fonctionner. Parce que les testicules ont deux fonctions. La fonction exocrine, qui est la production des spermatozoïdes, et la fonction endocrine, qui consiste à la production de la testostérone, donc de ces hormones-là. Ce qui fait que l'autre testicule va continuer à fonctionner correctement. Alors, dans les cas contraires, un cancer du testicule bilatéral est rare, et si par malheur ça survient, il faut enlever les tout. Ou par malheur, des hommes qui naissent avec un seul testicule, dans ces cas également, il faut faire l'ablation du testicule. Donc ça compromet la reproduction, donc ça crée un problème d'érection, mais également ça crée un problème de reproduction. Non pris en charge, tous les éléments qui sont à côté du testicule vont être envahis. Et en dehors de ça, va encore entraîner des métastases à distance. Il n'y a pas de cause spécifique, mais quelques facteurs de risque existent. Le testicule est fabriqué à l'âge fœtal au niveau de l'abdomen. Donc pendant la migration, il peut y avoir une migration incomplète. Donc en cas de migration incomplète, les testicules restent en intra-abdominal ou bien en position inguinale. Et chaque fois que les testicules restent en cours de chemin, c'est un facteur de risque de développer un cancer du testicule. Mais également un traumatisme ancien. Sinon, le vrai facteur de risque, c'est vraiment la migration incomplète. Et raison pour laquelle, même dans ces cas, il faut faire ce qu'on appelle un abaissement du testicule dans les scrotum. Même après l'intervention chirurgicale, un suivi régulier doit être fait pour surveiller les risques qui peuvent survenir. Actualité AIS, tout d'abord au Niger. Le département de Tillabéri a constitué la dernière étape de la mission de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale, hydraulique et halieutique 2025 dans la région de Tillabéri. Vendredi dernier, la délégation conduite par le gouverneur Maïna Boukar a suivi avec beaucoup d'intérêt la synthèse du rapport, le résumé de Abdoulaye Soumane et Sadou Inoua. À Daïkaïna, première étape des visites effectuées hier samedi 22 novembre 2025 dans le département de Tillabéri dans le cadre de la campagne agro-silvo-pastorale hydraulique et halieutique. La délégation conduite par le gouverneur de la région s'est rendue à la ferme avicole pénitentiaire, fruit du partenariat PNUD État du Niger, la ferme qui a pour objectif de promouvoir la réhabilitation, la formation et l'insertion socio-économique de détenus à travers des activités génératrices de revenus est bâtie sur une superficie de 3,24 hectares. Avec un effectif de 4760 sujets, la ferme entretenue par 29 détenus produit 142 800 œufs par mois pour une valeur financière de 10 710 000 francs CFA. L'aménagement hydro-agricole de Daïkaïna a constitué la deuxième étape de cette série de visites. Créé en 1954, cet aménagement d'une superficie de 120 hectares est mis en valeur par 543 exploitants des villages de Foulé, Daïkaïna et Daïbéri. La principale difficulté à ce niveau, c'est le problème récurrent des inondations. L'aménagement hydro-agricole de Toula, qui bénéficie de réhabilitation dans le cadre des travaux de la grande irrigation, a également reçu la visite de la délégation. Créé en 1974 et n'a connu qu'une seule réhabilitation. Avec une superficie de 350 hectares dont 260 exploitables, cet aménagement est mis en valeur par 889 exploitants dont 25 femmes des villages de Daïkaïna, Toula, Garié et Foulé.
À toutes les étapes, le gouverneur a eu d'amples explications sur le fonctionnement de ces infrastructures et les difficultés rencontrées. Le lieutenant-colonel Meina Boukar a transmis aux populations les salutations cordiales des autorités de la refondation. Meina Boukar a aussi rassuré les populations de l'engagement et de la disponibilité des autorités de la refondation à faire du Niger un pays où il fait bon vivre. Les différents acteurs rencontrés sur le terrain ont rendu hommage au CNSP. Ils ont réitéré leur engagement et leur détermination à soutenir davantage toute initiative de développement du Niger et des autres pays de l'AES. Le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme s'est rendu vendredi dernier au musée des hauts fourneaux africains à Kaya, dans la région des Koulsé. Le musée des fourneaux africains fait la promotion des savoir-faire ancestraux en ce qui concerne la technologie de la réduction du fer à travers les fourneaux métallurgiques. Des fourneaux de technologie ancestrale de plusieurs communautés du Burkina Faso et des pays d'Afrique de l'Ouest sont représentés dans ce musée. Le chef du département en charge de la culture est donc venu constater de visu ces savoir-faire ancestraux et pour encourager les promoteurs de cette initiative qui s'inscrit en droite ligne des idéaux de la révolution progressiste populaire. Le reportage de Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Il s'agit pour nous des faits de recommandation à la limite des actions menées et de dégager des perspectives en matière de paix, de sécurité, de développement et de coordination de l'action diplomatique. Pour mener à bien cet exercice, plusieurs documents sont soumis à notre examen, notamment le projet de rapport d'activité, de la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération, des tableaux de la mise en œuvre des actions inscrites dans la feuille de route, une note sur le processus de négociation AES-CEDEAO. Depuis la première session du Collège des chefs d'État, notre marche confédérale n'a cessé de s'affermir. Mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne, progrès substantiel dans les 3 piliers diplomatie, défense, sécurité et développement, consolidation du dialogue stratégique AES-CEDEAO et renforcement de la coopération opérationnelle dans l'espace du Liptako-Gourma. Par communiqué en date du 4 juillet 2025, il a été décidé de tenir en décembre 2025 à Bamako la 2e session du Collège des chefs d'État. La réunion des hauts fonctionnaires qui s'ouvre aujourd'hui, suivie de celle des ministres des Affaires étrangères, constitue donc un maillon stratégique du processus préparatoire de ce sommet. Au cours de cette réunion, il est attendu des experts l'examen et la finalisation de plusieurs rapports et textes en suspens, dont les projets de protocole additionnels relatifs aux 3D formant les piliers de la Confédération. Cette réunion des experts nous offre une occasion d'examiner le chemin parcouru depuis plus d'1 an et de consolider les acquis de notre Confédération qui est devenue une entité géopolitique qui compte dans la sous-région et sur l'échiquier mondial. Voilà, vous venez plutôt de suivre la réunion des experts de l'AES et ce communiqué. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration informe l'opinion publique nationale que le recrutement du personnel de la télévision de la Confédération des États du Sahel, AES, dont la clôture des dépôts des candidatures était prévue pour le mardi 18 novembre 2025, à 16h est prolongé jusqu'au mardi 2 décembre 2025 à 16h. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. Une mission de supervision de la campagne agricole à Etasson et à Sikasso. Entre bonnes perspectives de récolte et défis encore à relever, les acteurs s'engagent à poursuivre les efforts pour garantir la sécurité alimentaire dans les 2 régions. Les détails avec nos reporters Moussokoro Sérimé et Idrissa Kouni.
À 100, l'actualité du monde rural est à la récolte et au battage des céréales ainsi qu'aux préparatifs de la contre-saison. Moment propice pour les techniciens de prendre langue avec les producteurs afin de les sensibiliser sur la gestion post-récolte et mieux entamer la contre-saison. C'est ainsi qu'une équipe de supervision s'est rendue dans le jardin maraîcher des femmes de Terekungo et plusieurs champs dont celui de Kabaye Koulibaly. Les constats ont été que la variété n'est pas bonne. Donc de sorte que la production ne sera pas comme à hauteur de souhait. Quand vous prenez les tiges, vous allez voir qu'il y a certains épis qui sont très bien. Il y a d'autres qui n'ont pas donné de graines et certains même devenus du mil aristé. C'est le début de la contre-saison. Nous sommes 83 femmes dans ce jardin maraîcher. L'équipe de supervision est venue nous conseiller sur comment faire les pépinières, les planches, le compostage pour booster nos rendements, puisque le jardinage est très important dans notre sécurité alimentaire. Cap est donc chez des agro-dealers pour faire l'état des lieux des intrants agricoles pour la contre-saison. Au sortir des magasins de Mali Protection des Cultures et du fournisseur Toguna, l'espoir est permis. On a 2 camions de 60 tonnes d'urée et on a 1 camion de diapé et 2 camions de Nyeleni, le complexe IRI. On a les insecticides, les fongicides, les herbicides total et les herbicides sélectifs. Donc ils peuvent vraiment prendre en charge tout au long de la contre-saison. Cette journée a pris fin par une restitution pour partager le bilan de la campagne 2025 avec le comité exécutif régional de l'agriculture. Les chiffres annoncés sont satisfaisants. La région de Sam, la production attendue est de 743 170 tonnes de céréales pour une prévision de 726 000, soit un taux de réalisation de 102% de production. Il faut signaler également que le taux de perte est estimé cette année à 1%. Contre 4,5% en 2024. Les légumineuses alimentaires également, nous allons attendre une production de 62 717 tonnes contre 56 000 l'année dernière. Les préparatifs de la contre-saison également sont en cours à travers toute la région avec une prévision de superficie de 5 695 hectares de légumineuses, de légumes, fruits, feuilles et toutes confondues. Globalement, il a été notifié que la campagne agricole est bonne. Vraiment, nous osons croire que les résultats seront à la hauteur de souhait. Il a été conseillé à l'ensemble des producteurs de constituer immédiatement le stock familial correspondant aux besoins de la famille, de procéder à la mise en place des stocks communautaires et veiller à des ventes groupées dans le but d'éviter le bradage des produits. Du maïs en état de récolte et du riz en pleine phase de maturation avec par endroits des graines encore laiteuses. Ainsi se présentent les parcelles de 5 et 3 hectares appartenant respectivement à Daouda Kone de Nankunjassa et de Sidiki Ouattara de Flazambougou Lengenkoro dans la commune urbaine de Sikasso. Des localités visitées par cette mission de supervision conduite par la gouverneure de la région de Sikasso. Selon la physionomie des différentes spéculations, les objectifs du plan de campagne agricole 2025 affichent une tendance globalement positive. Le rythme avec lequel les pluies étaient venues ont permis quand même d'atteindre les objectifs qui étaient de 661 562 hectares prévus. Nous avons réalisé 651 178 hectares, soit un taux de réalisation de 98%. Pour une production attendue d'1 225 933 tonnes. Cette campagne a été merveilleuse comparée à celle de l'année dernière. Je vais sécuriser d'abord la consommation de la famille avant de vendre une partie. Je suis satisfait de ma récolte cette année. Je compte tout stocker jusqu'à la prochaine campagne. Pas question de vendre. La visite est suivie d'une rencontre d'échange et de sensibilisation avec les producteurs autour de la bonne gestion des récoltes.
Toute chose qui aura permis à la chef de mission de mieux s'imprégner des enjeux de la campagne et de relever l'importance stratégique de l'agriculture dans le développement de la région et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes vraiment optimistes et nous souhaitons que la production que nous allons avoir dans la région ne sorte pas, pour servir d'abord la population de Sikasso et la population malienne. On a demandé aux producteurs d'aller vers la production de fumures organiques, de ne pas attendre la subvention d'engrais et d'utiliser les paquets technologiques conseillés par nos services techniques. Ce qu'on a pu quand même gagner cette année, avec une bonne gestion, je pense qu'on pourra subsister jusqu'à l'année prochaine. Il faut appuyer les productions en ce qui concerne la mécanisation et vraiment la fourniture de bonnes semences productives. Alors que la campagne céréalière tire vers sa fin, les producteurs de Sikasso se préparent déjà à un nouveau défi qu'est la contre-saison en cours de démarrage. Restons en troisième région où les riz occupent une place essentielle dans la sécurité alimentaire du Mali. Sa demande s'accroît et pour y répondre durablement, le projet ECRA Mali propose des machines conçues pour alléger le travail des petits exploitants à travers les centres de mécanisation agricole et accélérer les opérations culturelles. Il vient de lancer avec l'appui de la Banque mondiale l'initiative de renforcement de la mécanisation du riz pour donner un nouvel élan à la modernisation de la riziculture. Compte rendu Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba. C'est à travers une démonstration technique sur l'utilisation des équipements agricoles que les initiateurs du projet AICRA lancent l'initiative de renforcement de la mécanisation du riz dans la région de Sikasso. Ce sont au total 450 répiqueuses et désherbeuses qui seront ainsi mises à la disposition des groupements et coopératives de 25 communes des régions de Ségou, Koulikoro et Sikasso. Une dotation qui répond à un objectif précis, celui de moderniser les pratiques culturelles adaptées au calendrier et de renforcer la résilience des producteurs face aux effets du changement climatique. Il s'agit notamment des technologies telles que la diversification de la culture du riz en association avec les tubercules, avec les légumes, les systèmes intégrés riz-poisson et l'approche Smart Valley qui est un type d'aménagement des bas-fonds pour permettre une meilleure exploitation des ressources du bas-fond. Nous œuvrons pour une agriculture plus résiliente, plus efficace et plus durable au service des communautés rurales au Mali. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère du Développement rural, reste pleinement engagé à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de la sécurité alimentaire, de la résilience climatique et de la petite mécanisation de l'agriculture. Le développement de la riziculture repose en grande partie sur la recherche et l'accompagnement technique des partenaires sur le terrain. Des acteurs qui mesurent la portée de cette initiative sur la maximisation des bénéfices de la mécanisation par les producteurs cibles. La mise en disposition des désherbeuses et répiqueuses à travers des centres de mécanisation agricole SEMA répond aux défis du terrain, à savoir la rareté de la main-d'œuvre, la pénibilité du travail agricole, les retards dans le répiquage et le désherbage, ainsi que l'augmentation de la productivité. Je voudrais tout d'abord remercier le projet AICRA Africa Rice de tout son engagement et ses sacrifices en faveur de la réduction de la vulnérabilité des producteurs, de la zone face au climat et de la dynamique de transition vers une mécanisation accrue engagée par l'Office du Niger. À noter que AICRA, ou accélérer les impacts de la recherche du climat, est un projet du consortium CGR mis en œuvre par Africa Rice, un programme qui prend fin en décembre 2025. Remise à Nioro du Sahel d'un important lot de matériel d'assainissement aux communes de Djema et de Nioro. L'œuvre est du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable avec l'appui du projet de résidence urbain de Bamako-Pruba. Cette remise permettra aux bénéficiaires de lutter efficacement contre les déchets solides dans leur localité. Moussa Diakité. Composé de tricycles, de poubelles, de brouettes, de bottes, de pelles, de râteaux et de gants, ces matériels permettront de renforcer la capacité des communes de Djema et de Nioro à mieux gérer les déchets solides afin de faire de ces collectivités des localités propres où il fait bon vivre. Nous les remercions
du fond de notre cœur. Ces matériels seront remis au GIE et ils en feront bon usage et la ville sera assainie. Initié par Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, avec l'appui du PRIBA, projet de résilience urbaine de Bamako, dans le processus d'accès à un assainissement durable, l'acquisition de ces matériels va assurer aux bénéficiaires le droit à un environnement sain et durable selon l'article 22 de la nouvelle Constitution. Ces matériels sont acquis dans le cadre de la bonne collaboration avec le projet PRIBA, projet de résilience urbaine de Bamako, qui a bien voulu accompagner le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à travers la DENACPN en vue de renforcer les moyens de gestion des déchets au sein des différentes communes bénéficiaires. Valoriser ces matériels. Le matériel que nous avons ici sera suivi et il sera destiné à ceux qui peuvent l'utiliser. Mais il faut qu'au niveau des quartiers, que les chefs de quartier et les chefs de famille s'investissent. Il y a un don de soi qui incombe à toutes les familles. Les chefs de quartier doivent sensibiliser, doivent se mobiliser pour que ce matériel puisse être utilisé. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, se fondant sur la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Djoumada Sania ou Lassiri Laban a été aperçu le vendredi 21 novembre 2025 dans plusieurs localités du pays. Par conséquent, le mois lunaire Djoumada Sania ou Lassiri Laban a débuté au Mali le samedi 22 novembre 2025. Les directeurs des chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique francophone se sont réunis ce week-end à Lomé au Togo pour parler de long en large des droits de retransmission des matchs de la CAN Maroc 2025. La CAF, organisatrice de l'événement, a décidé d'octroyer 32 matchs sur les 52. Les directeurs généraux ne l'entendent pas de cette oreille. On écoute le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, au micro de Siragatou Sissi. On a été invité par le principal détenteur des droits de la CAN Maroc 2025, New World TV, pour un atelier d'échange pour voir un peu comment la compétition va se présenter, quelles sont les dispositions pratiques, quelles sont les mesures qui ont été prises justement dans le cadre de la parfaite organisation de cette compétition. Donc on s'est retrouvé effectivement responsable des médias publics avec d'autres collègues pour échanger avec les responsables du New World TV, mais aussi poser nos doléances. Vous étiez là quand on a écrit cette lettre qui a été adressée à la CAF pour expliquer un peu notre désarroi, nos préoccupations par rapport au nombre de matchs proposés dans le cadre de la CAN Maroc 2025. Donc, dans la même foulée, on s'est retrouvés donc pour élever la voix et ensemble, de vive voix, porter cette préoccupation au niveau des responsables de New World TV, mais également de la CAF. Je pense que les discussions, il faut le souligner, ont été quand même assez chaudes. Nous avons longuement échangé avec le représentant de la CAF qui était là, qui, dans un premier temps, disait qu'il n'avait pas reçu l'information. Les charges de la CAF sont telles qu'il est important pour la structure d'aller chercher des partenaires ailleurs qui mettent la main à la poche pour équilibrer les dépenses. Et c'est ce qu'on a compris. Et c'est pour cela, et comme on l'a dit précédemment dans la première correspondance, que sur le même espace, nous avons quand même un concurrent qui a l'intégralité des matchs. Donc il n'y a pas de raison que nous, en tant que médias publics, on ne soit pas traités de la même manière. Mais après ces explications, on a compris effectivement que derrière, quand même, c'est un gros business, il faut le dire. Et que aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la CAN Maroc 2025, il n'y a pas de recul possible, mais les portes ne sont pas fermées. Les portes ne sont pas fermées et je crois qu'après la compétition, on va se retrouver encore une fois pour voir comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre à ce niveau-là. La CAN Maroc 2025 s'approche donc à grands pas. Les matchs seront attendus car c'est la fête du football africain.
Les directeurs généraux des chaînes de télévision d'Afrique francophone ont tenu une déclaration commune. À suivre cette déclaration dans l'émission Score aux alentours de 21h30. Et c'est ce qui met un terme à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.